Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. L'effroi n'est pas retombé depuis samedi 7 octobre. La tristesse et l'inquiétude ne font que croître. Mais nous mesurons notre chance ici au musée, et en particulier dans cette salle, de pouvoir nous retrouver à vos côtés pour passer 1h30 à écouter des historiens, des écrivains, des chercheurs. De pouvoir écouter Robert Baubert, enfant caché devenu tailleur puis cinéaste et écrivain, dialoguer avec Raphaël Léris, c'était mardi soir, ou d'entendre ce midi deux chercheuses se disputer longuement autour de la représentation du roi David sur une mosaïque du VIe siècle, avant de retourner chacune à leurs travaux et à leur inquiétude. Et nous mesurons la chance qui est la nôtre de recevoir ce soir Evelyne et Claude Askolovitch pour ce très beau livre dans lequel ils se disputent beaucoup aussi. Ils se lisent l'un l'autre et se comprennent parfois. Il va donc être question ce soir de filiation, de famille, de mémoire et de transmission. Et on est heureux que Léa Weinstein puisse dialoguer avec eux. Léa Weinstein qui est documentariste, philosophe, et qui a exploré ces questions de mémoire et de filiation dans un très bel essai, Isaac, qui était paru en 2019. Je les remercie tous les trois pour leur présence, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais pas reprendre les mots de Joseph, mais je vais quand même répéter à mon tour que je mesure la chance que nous avons de vous avoir aussi ici, que ça fait du bien effectivement d'être ensemble. Et je crois qu'une des choses qui m'a beaucoup émue dans votre livre, il y en a plein, oui, on va en parler ce soir, mais c'est que j'aime beaucoup les textes, personnellement, où les auteurs ont la sincérité de dire d'où ils parlent. Et je trouve que c'est ce qui est très fort dans le livre, c'est que et Claude et Evelyne, vous ne cachez jamais d'où vous parlez. Donc voilà, ce soir, moi je suis contente de parler depuis ce moment bizarre avec vous et de vous avoir lu dans ce moment aussi. Je vous présente très brièvement, parce que je pense que c'est pas nécessaire tellement. Claude Askolovitch, vous êtes journaliste. On peut peut-être dire que vous êtes tous les deux, à votre manière, déjà avant d'écrire ce livre, dans la parole publique. Claude, vous êtes journaliste et notamment on vous entend tous les matins sur France Inter pour la revue de presse. Et Evelyne, depuis quelques années, vous témoignez en tant que rescapée dans les écoles. Vous me disiez tout à l'heure que cela passait par le mémorial de la Shoah, mais aussi par le bouche à oreille, et que vous aviez témoigné 35 fois entre le mois de juin et le mois de janvier. Donc ça vous donne une idée de pourquoi je qualifie votre parole d'une parole déjà publique. Donc ce livre s'intitule « Se souvenir ensemble » et vous ne trichez pas, vous l'écrivez vraiment ensemble. Pourtant, revient tout au long de ce texte l'idée que ni l'un ni l'autre, vous avez vraiment envie de l'écrire, ce livre. Est-ce que, malgré tout, vous êtes heureux du résultat ? Evelyne. Oui. Alors, il vous faut un micro. Oui. Inattendu, mais heureux que ce soit fait. Parce que c'était difficile. Je ne suis pas spécialement heureux. Enfin, je suis heureux du résultat si le livre intéresse les gens ou les touche. Je suis heureux que le livre existe. Ce livre est né d'un refus surmonté. Refus de ma part d'admettre la liberté de ma mère, de s'être transformée de mère en témoin professionnel de la Shoah. Je n'acceptais pas ça. Refus de ma mère de partager ce qui était son histoire la plus intime possible avec qui que ce soit, et spécialement avec moi, et volonté de le sanctuariser. Ne mens pas, tu ne supportais pas cette idée. Et à un moment donné, on surmonte cela. Evelyne, parce que je l'appelle Evelyne quand on est dans ce contexte-là, Evelyne accepte qu'il est possible d'avoir d'autres discours que le sien
sur ce que la Shoah a fait à une famille, ou le souvenir impossible de la Shoah a fait à une famille, et j'accepte la liberté de ma mère. Et quand on a compris cela, et qu'on a compris que le livre peut être des discours juxtaposés, le sien, le mien, mais aussi celui de mon père qui n'est plus là, mais aussi celui de mon grand-père, le père d'Evelyne, dont on reproduit une lettre dans le livre peut exister. Donc je suis content qu'il existe. Je suis content qu'il existe parce que ni elle ni moi, et c'était quelque chose qui m'obsédait, ne sommes morts avant que le livre existe. Et j'ai vécu vraiment avec l'idée d'un remords que je n'aurais jamais su surmonter s'il m'était arrivé quelque chose, puisqu'à toi il n'arrivera jamais rien, sans qu'on aille au bout de cette histoire. On a réglé ça au moins. Oui, mais on n'a pas réglé la chose que je ne voulais pas faire, c'est d'impliquer ma famille dans la Shoah, puisque moi, je gardais ça pour moi, et je n'ai jamais voulu que mes petits-enfants aient le souvenir, et ça je le dis tout le temps, de cette pauvre baba qui a été dans les camps. Parce que je pense que j'étais une baba, une grand-mère plutôt faux-folle, plutôt joyeuse, et je ne veux pas que cette image-là soit changée. Donc dans ce sens-là, ils le liront, mais c'est resté trop dans la famille quand même. Oui, mais c'est un peu pieux. Je veux dire, ils étaient déjà au courant. À un moment donné, Evelyne a vécu ses témoignages sur la Shoah comme un adultère. C'est-à-dire, elle trompait sa famille avec la Shoah, avec les témoignages. Elle en parlait bien. Elle en parlait parce qu'elle avait besoin de le faire. La comparaison n'est pas seulement grivoise ou de l'ordre du vaudeville. Il y avait, de la même manière que quand on trompe quelqu'un ou sa famille, etc., c'est qu'on a besoin de le faire pour se réaliser, pour se retrouver. Evelyne, on peut entrer dans le vif du sujet. Ma maman est quelqu'un qui a été déporté à l'âge de 4 ans, qui, étant déporté à cet âge-là, n'a pu en garder que quelques souvenirs, quelques traces, qui l'ont hanté toute son existence et qu'elle a repoussé très loin d'elle pour vivre. Pas seulement pour ne pas emmerder les gens, ça c'est pas vrai, mais parce qu'elle voulait vivre à toute force. Et elle l'a très bien fait. Et un jour, quand elle n'a plus le choix, parce que notre famille avait été dévastée, j'allais dire en temps de paix, en gros, ma mère était devenue la mère de 2 veufs, ma sœur et moi, et la grand-mère de 5 orphelins, la fille d'une vieille dame qui l'avait sauvée pendant la guerre, qui était centenaire et grabataire, et dont elle devait s'occuper, et bientôt veuve d'un monsieur, mon père, qui avait été extrêmement brillant, un des grands noms de la communauté juive, mais qui a terminé Alzheimer. Et, voilà. Et à un moment, tout ce qu'elle avait construit comme bonheur, la vie était espiègle, avait été fracassée. Et à ce moment-là, elle s'est retrouvée face à elle-même, la petite fille qu'elle avait repoussée au plus loin, et elle s'est mise, parce qu'elle en avait besoin, en dépit de nous, en dépit de tout, à témoigner. Donc on le voyait. On a toujours été impactés. J'ai fait assez de cauchemars. Quand mes grands gosses étaient petits, c'était l'époque du procès Papon, ils se serraient en tremblant, en disant « Mais non, le méchant Papon ne va pas nous prendre ». Il n'y a que Evelyne qui croit qu'elle ne nous avait pas imposé la Shoah. On peut imposer plein de choses à plein de gens sans leur parler. Il suffit d'être au milieu de la pièce, en train de trembler, et en disant « Je ne veux pas vous déranger ». Et tu es très fort pour ça. Evelyne, peut-être qu'on peut revenir en effet sur maintenant, je te laisse parler. Merci. Sur votre trajectoire elle-même. Claude vient de le dire, vous êtes aussi parmi les derniers témoins parce que vous êtes une enfant rescapée. Vous êtes déportée à l'âge de 4 ans et demi. C'est très rare, il faut bien mesurer ça dans l'histoire de la Shoah. Il est très rare que les enfants soient revenus. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui vous reste de cet âge si jeune de 4 ans et demi? J'ai des bribes, mais je veux quand même revenir que j'avais raconté, et mon mari l'avait publié dans l'Arche, ces quelques souvenirs que j'avais, et à mon très très grand soulagement... Pardon, je t'interromps. Raconte comment tu avais été amené à être publié. Qu'est-ce qui se passait? Tu avais 50 ans, tu étais en plein déni. En 1988. En 1988, j'ai des cauchemars, des vagues cauchemars. Pas des choses vraiment... un mal-être. Et donc, une nuit sans sommeil, j'écris ce que j'ai sur le cœur. Et puis, ça m'a fait du bien, je l'avais écrit. Et mon mari le trouve au petit déjeuner. Et il me dit, mais je vais le publier. Je dis, tu n'y penses pas. C'est totalement inintéressant, ça n'intéressera personne. Et puis c'est mal écrit, non, je ne veux pas. Alors il me dit, oui, mais tu sais,
pas tout le monde a eu 6 ans à Bergen-Belsen et il le publie. Et moi, j'avais très honte, mais heureusement, personne, même dans mon association, la coopération féminine, personne n'a relevé. Et j'étais très, très, très soulagée parce que personne n'a relevé, donc je n'avais pas besoin de continuer à me souvenir, c'était fait. Et il y a 3 amis qui m'ont écrit, des amis de mon mari, Elie Wiesel, qui m'a écrit, là, il faut que tu continues. Henri Boulavko, qui m'en voulait terriblement, lui, rescapé d'Auschwitz, qui m'en a voulu. Il a dit, maintenant tu continues. J'ai dit, mais non, j'ai écrit ce qu'il y avait à dire, puis ça n'a vraiment aucun intérêt. Et ça, c'est triste, je ne me rappelle jamais de son nom, un écrivain qui parlait... Cyril Fleischmann. Cyril Fleischmann, qui m'a dit aussi, mais il faut que tu continues. Et ma propre mère, qui lisait l'Arche fidèlement, m'a téléphoné, elle a dit, c'est drôle que tu as écrit ça. Je ne croyais pas que tu étais concernée. Pas concernée. Et moi, ça m'a donné l'occasion, j'avais pas besoin de me rappeler, puisqu'elle m'a dit que je n'étais pas concernée. Et vraiment, personne dans ma coopération féminine n'a relevé. C'était vraiment sans intérêt aucun. Et je crois, il y a 2 ans, j'ai demandé à la coopération féminine je voulais raconter mon histoire à l'espace Rachi. Et là, elles étaient toutes là, et tout le monde a dit, mais on ne savait pas. Et Jackie Fredge, qui est le directeur du mémorial de la Shoah, avec lequel j'ai manifesté pour les Juifs d'Urs pendant des années, et on a fait ensemble une émission pendant le Covid à la radio. Et il m'a téléphoné avant pour voir ce qu'on allait dire. Et il m'a dit, c'est vraiment très drôle, je te connais depuis que j'ai 18 ans. Et jamais je pensais que tu étais une rescapée de la Shoah parce que tu étais dans la vie. Et c'est ça qui s'était passé. J'étais dans la vie, j'étais une battante. Je n'étais pas du tout obsédée par la Shoah. Et c'était refoulé, évidemment. Mais c'était très bien. Le paradoxe de ce livre, le point de départ, je déteste l'expression devoir de mémoire. Je déteste, mais je déteste vraiment cette obligation faite aux survivants, aux rescapés, d'aller témoigner, d'aller réveiller leur souffrance au prétexte d'éduquer les enfants ou de transmettre. Les historiens ont fait un travail extraordinaire. Je respecte absolument et profondément le fait que des gens qui sont passés par les camps, ou par le génocide rwandais, ou par le génocide arménien, mais maintenant les gens sont morts, aient besoin de le raconter. Mais je respecte tout autant une personne qui dirait non, je ne raconte pas. Je ne pense pas qu'Evelyne, ma maman, soit une meilleure personne ou soit plus respectable maintenant qu'elle raconte qu'à l'époque où elle ne racontait pas. Ce n'est qu'un choix individuel. Un jour, je raconte ça dans le bouquin, une amie, une personne que j'aime beaucoup, qui est programmatrice d'une émission de télé, me dit « Je ne voudrais pas appeler ta maman. » Ah bon, pourquoi ? Parce qu'on fait un débat sur comment on va faire pour transmettre la Shoah quand les derniers déportés seront morts. Je lui dis « Donc tu veux inviter ma maman pour parler de sa mort ?» Bah, débrouille-toi, trouve son téléphone toute seule. C'est le jour où voilà, je serai triste, mais pas parce qu'on aura perdu un témoin. Donc je suis très hostile à cela. Pas du tout pour l'oubli. Je pense que la transmission appartient à toutes les générations qui suivent, aux profs d'histoire, aux historiens, aux études, etc. Et que si un ancien déporté, a envie de garder ça pour lui, plein de rescapés du génocide arménien ont gardé ça pour eux, il en a le droit. Et donc, là où je diffère dans la lecture d'Evelyne, je n'ai pas d'elle la lecture qu'elle a d'elle-même. Moi, je pense qu'il y a une continuité. Elle a toujours été une battante. À la fin, elle vivra 120 ans, mais on va dire dans la plus récente partie de son existence, les combats qu'elle menait auparavant, qui étaient « je vais construire une famille, je vais être heureuse, je vais aller militer pour les Juifs du RSS, je vais m'émanciper de mon mari qui a 10 ans de plus que moi et que je trouve tellement brillant et qui me traite comme une petite chose pas essentielle, mais je tape ses romans à la machine à écrire, bah, je vais lui montrer que je peux y arriver. » Elle est de la génération du féminisme des femmes au foyer. Ça existe aussi, il n'y avait pas que les militantes, il y avait des gens qui se sont émancipés. Elle s'est battue toute sa vie, cette petite bonne femme. À partir du moment où elle est sortie des camps, on est en 1946, elle avait 8 ans, c'est ça, elle s'est battue pour être heureuse, pour vivre, pour grandir, pour se faire des mecs, pour rencontrer mon père, pour devenir interprète, pour ne pas devenir interprète, pour s'adapter, petite Hollandaise, à la vie à Paris,
etc., etc. Et à un moment donné de sa vie, elle s'est battue, non pas pour témoigner, parce que sinon la Shoah, on ne s'en souviendrait pas. Evelyne se bat, quand elle témoigne, pour se retrouver elle-même. Parce que les souvenirs qu'elle a, qui habitaient ses cauchemars quand elle avait 50 ans, n'ont pas changé. Parce qu'elle est capable de mener une conférence devant des gamins de terminale ou de CM2, c'est arrivé dans l'école de mon fils, à partir de 4, 5, 6 souvenirs précis. Et tout le reste est impressionniste et tout le reste émane d'elle et de sa force. Je l'ai vu témoigner devant des prisonniers dans une maison d'arrêt près de Saint-Étienne. C'était pas ce qu'elle racontait qui comptait pour ces gens-là. C'était qu'elle soit là, vivante, forte. Et je disais, bon, bah, si cette petite bonne femme a survécu au camp, bah, nous survivrons à ce que nous subissons aujourd'hui. Donc, elle est dans cette continuité. Elle est inarrêtable. Elle a l'air de rien, elle est inarrêtable. C'est horrible à vivre. Il faut mieux la voir en photo qu'en pension. Mais elle est comme ça. Et parler de la Shoah en fait partie. Et donc, à un moment donné, c'est ça l'effort de ce livre. Elle me laisse un peu rentrer dedans. Je ne voulais pas. Vas-y. Je peux te contredire. Non. Parce... Oui. Oui. Parce que également, et quand je vais dans des écoles, et je vais beaucoup dans des écoles, je raconte jamais l'histoire de la France, de la déportation de la France. Je raconte l'histoire de la déportation des Pays-Bas. Parce que personne ne connaît, personne ne sait que les 3/4 de la population juive aux Pays-Bas ne sont pas revenus. Et je veux que ça se sache, parce que quand on parle aux Pays-Bas, on dit « Ah oui, Anne Frank ». Et Anne Frank, je réponds toujours qu'Anne Frank, eh bien, Anne Frank, c'est l'arbre qui cache une énorme forêt. Et c'est ça, c'est pour ça aussi que je continue de me battre et de parler de ça, parce que après, on ne saura plus du tout, parce que les Pays-Bas ont mis un couvercle sur cette Shoah qu'ils ont fait. Parce qu'il y avait des camps de concentration aux Pays-Bas, ils ont collaboré, et même Adolf Eichmann a dit que c'était un plaisir de travailler avec les Hollandais, parce qu'ils faisaient même plus que ce qu'on leur demandait. Donc ça, c'est un peu un grand mot, un peu ma mission, c'est qu'on n'oublie pas que ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Là, on pourrait se rejoindre de nos disputes familiales. Et c'est intéressant parce que ça fait partie de... C'est pas un livre sur la Shoah, c'est un livre sur ce que la Shoah a fait à des gens. Quand j'étais petit, on allait voir mes grands-parents, qui étaient donc des juifs allemands qui avaient migré en Allemagne, pas seulement à cause du nazisme, mais aussi pour vivre. Et Evelyne est donc née aux Pays-Bas de parents juifs allemands. Et elle était apatride, et puis après ils sont devenus hollandais. Donc quand j'étais petit, on allait aux Pays-Bas. Je ne savais absolument pas qu'Amsterdam était une ville dont la population juive était dans les mêmes proportions que celle de Varsovie. Et les gens sont morts dans les mêmes proportions. Pas parce que les Hollandais étaient des purs salauds, mais parce qu'on se cache beaucoup plus difficilement dans un pays qui est tout plat, qui n'a pas de montagne, qui n'a pas de zone libre, et que comme à Varsovie, il suffisait pour les nazis d'aller se promener dans les quartiers populaires d'Amsterdam pour ramasser tous les juifs qui y habitaient. Ils étaient là. Et c'est là où je veux en venir. Quand j'étais petit, elle m'a fait adorer la Hollande. On adorait aller aux Pays-Bas. On allait visiter le Rijksmuseum et le musée Van Gogh et le Stedelijk Museum, qui est le musée d'art moderne, beaucoup plus qu'on allait au Louvre. Elle nous a acculturés, déracinés, ma sœur française et moi français. C'était un truc qui se battait contre mon père. On adorait les Pays-Bas, on adorait l'Ajax Amsterdam, on considérait que la Hollande s'était bien comportée. D'ailleurs, la ville d'Amsterdam est considérée par le Yad Vashem comme juste parmi les nations, à l'égal, à l'instar du Chambon-sur-Lignon. Donc c'est bien sûr qu'il y a eu des collabos, mais c'est plus complexe que ça. Mais donc, on a été élevé dans l'amour de la Hollande. Ongelooflijk. Ik spreek een beetje Nederlands. Et un jour, Evelyne, témoignant pour se retrouver, découvre l'ampleur de la collaboration hollandaise, qui est, quoi qu'on en dira, pas pire que celle de la police française au moment de la rafle du Veldiv, mais enfin, voilà. Et du coup, se met, et ça c'est un courage extraordinaire, à détester le pays où elle a grandi, qu'elle a aimé, où elle était amoureuse pour la première fois, où elle dansait, elle faisait du vélo, où elle mangeait des crêpes sucrées qu'on appelle poffertjes et des petits harengs qu'on appelle maatjes. Et là, ça fait partie des choses qui me rendaient hostile à sa transmutation. Tu te fous de moi. Tu n'as pas pu être pendant 50 ans de ma vie, 55 ans de ma vie, quelqu'un qui aimait la Hollande et qui nous l'a fait aimer, et quelqu'un qui était comme ça, et brusquement expliquer que tout ce que tu pensais, tout ce que tu nous as dit était faux.
Un jour, j'ai accepté qu'elle avait le droit de le penser. Mais je n'en démords pas. La Hollande n'est pas le pire pays du monde. Et ça, c'est un truc... À mon avis, vous en foutez totalement. Vous êtes français. Et en plus, vous avez raison. Donc le surréalisme de notre histoire, c'est que vous avez une vieille dame, pas si vieille, qui va devant des collégiens français et leur dit, vous savez, les Hollandais étaient des salauds. Et les gosses, à Vaux-en-Velin, ils apprennent que les Hollandais étaient des salauds. Et tu as son fils à côté qui dit, mais fous la paix Hollandais, c'était des gens bien. Tout le monde s'en moque. Et ça, je trouve ça beau. Ça vous intéresse pas que les Hollandais étaient des salauds? Alors, vous avez un aperçu de ah, pardon. Et elle déteste réellement. Moi, quand j'étais petit, je me disais, c'est cool, ma mère, elle a été déportée dans le même camp que Anne Frank. Et je me retenais à 4 pour lui dire, est-ce que tu as connu Anne Frank? Comme tu as connu une vedette. C'est bizarre quand on est petit, je parle vraiment petit. Elle déteste Anne Frank. Non. Mais si. Non, L'arbre qui cache la forêt. Si on te propose d'aller visiter la maison d'Anne Frank, ça t'énerve, le culte d'Anne Frank t'énerve. Il y a un très beau film, un dessin animé de Folman, le cinéaste israélien, qui montre comment les Pays-Bas se comportent comme des salopards, cette fois, à l'encontre des migrants, en s'abritant derrière le culte d'Anne Frank. Et c'est vrai que Anne Frank tombe très très bien pour la Hollande. Très très bien. Mais toi, tu l'aimes pas? Non, je n'aime pas le concept. Je n'aime pas le concept que quand tu vas aux Pays-Bas et que tu parles de la Shoah, qu'on ne te montre pas le mur des noms où il y a 102 000 noms sur des briques, mais qu'on dit, oui, mais il faut visiter la maison d'Anne Frank. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le mur des noms a été inauguré pour le 75e anniversaire de la libération des Pays-Bas, qu'il y a eu 12 années de procès, parce que le voisinage ne voulait pas qu'il y ait ce mur de noms. Et à la rigueur, il voulait bien que ce soit sous terre, mais pas en plein air. Et que maintenant, là où il y avait le quartier juif, comme en Pologne, on a mis une plaque de béton dessus, et puis on a mis l'opéra. Et il n'y a même pas une plaque qui dit qu'ici, il y avait le quartier juif. On a complètement occulté les juifs aux Pays-Bas. Et maintenant, moi, je demande, quand des écoles me disent, oui, on va aller aux Pays-Bas, on va visiter la maison d'Anne Frank, je dis, c'est très bien, mais visiter aussi le mur des noms. La Shoah n'est pas enseignée aux Pays-Bas. On parle de la guerre, mais on ne parle pas de la Shoah. La Shoah est quelque chose qu'on cache soigneusement. Non, on ne cache pas la Shoah, on cache le fait. Qu'il y a eu des juifs qui ont été tués. Non, qu'il y a eu des juifs qui ont vécu. C'est très différent. J'étais absolument terrifié quand j'allais en Pologne pour des reportages. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent, les Polonais? Indépendamment de l'antisémitisme qui existe dans plein de secteurs de la société polonaise, à un moment donné, il y a un trou de 6 millions de personnes en Pologne, 3 millions de juifs, 3 millions de non-juifs. Ils ne pouvaient pas, j'avais eu cette discussion avec le cinéaste Vajda, ils ne pouvaient pas s'arrêter de vivre. Il y a un trou, il y avait sur les 104 000, c'est ça, juifs qui meurent aux Pays-Bas, 100 000 à peu près, ou 90 000 doivent habiter à Amsterdam. C'est énorme. C'était une population totalement intégrée. Pensez à l'Alsace, ou pensez à la Pologne, ou pensez aux États-Unis aujourd'hui, ou pensez à l'Allemagne avant Hitler. C'était des Hollandais. L'Ajax Amsterdam était un club qui émanait de la communauté juive, pas parce que c'était grand bourgeois, parce que c'était une ville juive, et depuis Rembrandt d'ailleurs. Et à un moment donné, ce n'est plus là. Et donc c'est très compliqué de se reconstruire. Ce qui est absolument terrifiant, c'est comment des sociétés arrivent à se reconstruire en dépit de l'absence. Mais on le fait tous. Je vis, ma femme est morte, je vis, Roger, mon père est mort, Evelyne vit, on vit tous dans l'absence des gens qui partent. Eh bien des villes, une ville comme Amsterdam vit en dépit de l'absence de 100 000 juifs. Et Evelyne a été une lycéenne heureuse, une écolière heureuse dans cette ville. Elle a fait partie de cet oubli. Et mes grands-parents ont fait partie de cet oubli. Et quand j'étais petit, que j'allais à la choule, à la synagogue, avec mon grand-père, en n'y comprenant rien, parce que moi j'étais un petit Français et ça m'emmerdait, je ne savais pas que c'était des survivants. Ces gens qui me parlaient en français avec un mauvais accent. Et je ne savais pas que cette petite choule avec quelques vieux fidèles était ce qui restait d'une communauté de 100 000 personnes. Je n'en avais pas la moindre idée. Je ne savais pas, quand j'étais petit, que l'ailier droit de l'Ajax Amsterdam s'appelait Sfart, était le fils d'un vendeur de poissons, de harengs, qui s'était caché pendant la guerre avec lui. Je ne le savais pas. Donc ça, c'est cruel. Mais ce n'est pas un grand complot de la part d'un pays collabo.
C'est comment on fait pour vivre après. On fait. Je suis beaucoup plus Nuancé. fataliste. Nuancé. Fataliste. Peut-être Je pense que l'oubli recouvre tout. On peut peut-être entrer dans la manière dont le livre est vraiment construit pour ceux qui l'ont pas encore lu ou pas encore eu entre les mains, puisque à vous entendre, on peut se poser la question de savoir comment vous avez pu écrire ensemble, vous souvenir ensemble. En fait, vous avez choisi d'alterner des chapitres qui sont intitulés chaque fois avec votre prénom. Evelyne, Claude, et là-dessus viennent se surajouter des espèces de paragraphes entre parenthèses et en italique qui sont passionnants parce qu'ils résultent de la relecture de l'autre sur les chapitres de l'un. Il y a aussi la voix de votre sœur, d'ailleurs, parfois dans ces échanges. Comment est-ce que vous avez décidé de ça ? Comment est-ce que vous avez décidé, par exemple, d'insérer ces commentaires ? Donc, en quoi pensez-vous qu'ils font partie intégrante de ce que vous avez à nous dire ? Bon, je reprends la parole parce que j'ai porté l'écriture. Le livre se fait en deux moments. Il y a un moment qui appartient pleinement et absolument à toi. Raconte, où tu écris seul pendant des mois, vas-y. J'avais décidé, aidé en cela, je ne sais pas s'il est dans la salle, par là. Alain, il est là, bon. Et j'ai dit... Alain Hirschler, qui est un personnage essentiel de cette histoire et un excellent joueur de clarinette. Alors j'avais décidé, parce que des élèves me demandaient, est-ce que vous avez écrit ? Et je répondais, non, vous savez, moi, je ne sais pas écrire. Je parle, je suis une bavarde, je parle, mais je n'écris pas. Et puis j'ai commencé quand même, mais écrire était très difficile. Et une amie psychologue m'a dit, c'est très difficile d'écrire, parce que quand on écrit, ça reste sur le papier. Tandis que quand on parle, les mots s'envolent. Alors j'ai écrit, tant bien que mal. Et j'avais demandé à Claude, écoute, peut-être je vais le spiraler et tu demandes à un petit éditeur, peut-être qu'il peut l'éditer, comme ça je peux le donner à des élèves. Et puis il a eu la mauvaise idée de me dire, on pourrait l'écrire ensemble. Et puis là-dessus, il ne voulait plus l'écrire. Non, c'est pas, il y a une nuance. Et c'est comme ça qu'on est tout le temps. En tout cas, Claude, vous ne vouliez pas l'écrire. Ça, vous le dites volontiers. Non, il y a des choses. Vous ne vouliez pas. Quand Evelyne témoigne, et je t'ai frappé de ça, elle témoigne toujours de la même manière. C'est plus qu'une routine. C'est un acte de foi, comme une prière qui se répète. Le récit est toujours le même, quelques détails près, mais il est rodé. Evelyne, quand elle témoigne, regarde très très peu les gens, parce qu'elle est tout entière concentrée sur son récit. Et son récit est une quête d'elle-même. Même si tu n'en es pas d'accord. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'intéresse pas les mômes. Les 2-3 fois où je suis allé voir témoigner, j'aurais cassé la gueule à ces sales gosses s'ils n'écoutaient pas. En général, ils écoutent, parce qu'elle dégage quelque chose de très fort. Mais pour moi, c'était terrifiant, parce qu'elle ne regardait pas les gens à qui elle s'adressait. Et je comprends très bien pourquoi. Parce que ce n'est pas quelque chose de simple. Ni de se souvenir d'une expérience horrible, ni de ne pas se souvenir d'une expérience horrible et d'être pourtant en train de la raconter. Evelyne, elle se souvient que son père est tombé dans la neige quand la famille Sulzbach, sa famille, a été évacuée de Bergen-Belsen parce qu'ils avaient des faux papiers latino-américains du Honduras et on les a amenés dans un camp de la Croix-Rouge. Et mon grand-père était à moitié mort, il est tombé dans la neige, ça l'a accompagné toute sa vie. Elle se souvient qu'avant d'être évacuée, sa mère, Annie, avait secoué et brutalisé son mari pour qu'il se lève et qu'il se rende devant une commission de la Croix-Rouge qui allait les évacuer. De ça, elle se souvient. Son père tombant dans la neige, sa mère brutalisant son père pour le sauver. Elle se souvient de sa frayeur quand Bergen-Belsen avait été bombardée. Elle se souvient que dans un premier camp qui s'appelait Furt, où elle a perdu la mémoire, tellement elle était traumatisée d'être seule, elle avait cassé un thermomètre, on lui avait donné un verre de lait. Elle se souvient qu'elle a eu très peur un jour à Bergen-Belsen, parce que Bergen-Belsen avait été bombardé, et très peur un autre jour, parce qu'une dame de l'administration de la surveillance du camp, une capot, l'avait vue seule dans le baraquement. Bergen-Belsen était un camp qui avait été conçu par les nazis comme étant un camp réservoir d'échange contre des prisonniers de guerre. Donc on ne tuait pas les gens, ils n'étaient pas habillés en pyjama rayé. C'était un camp très particulier, c'est pour ça qu'ils en sont sortis aussi. Sans les faux papiers, ils étaient à Auschwitz ou à Sobibor, ils étaient morts et ceci n'existait pas. Et donc elle se souvient d'une dame, capot,
ou SS, qui la voit en train de jouer toute seule dans les baraquements. Elle a très peur, parce qu'elle joue avec une ficelle. 1, 2, 3, 4, 5 souvenirs. Elle se souvient d'un gâteau qu'elle a eu pour ses 6 ans, qui était fait avec les moyens du bord, et des petits cadeaux qu'elle avait eus. Elle se souvient qu'un jour, elle se réveille parce qu'elle dormait à côté de 2 petites filles, l'une d'elles était morte. Elle se souvient qu'elle avait une voisine dans les lits superposés qui chantait, et elle chantait faux. Elle se souvient que la mère de cette petite fille qui chantait faux, un jour, avait accusé son père, mon grand-père, d'avoir volé de la nourriture, du pain, et elle avait très peur qu'on tue son père. Je crois que j'ai raconté tout ce dont Evelyne se souvient de la Shoah. C'est énorme. Je peux tenir une salle avec ça. C'est tragique, c'est une petite fille. Mais en même temps, il n'y a que ça. Et tout le reste, elle ne sait pas. Le livre est tissé de ces choses auxquelles elle ne sait pas répondre. Maintenant, j'en viens à la construction du livre. Mais il faut que vous compreniez d'abord que le cauchemar qu'Evelyne fait quand elle a 50 ans, ou les conférences qu'elle donne aujourd'hui, ont la même trame. Et elle témoigne 3 fois par semaine, ce sera toujours la même chose. Elle témoignera mieux, elle racontera plus de choses sur les Hollandais, elle se sera plus documentée, elle aura plus accepté de lire les mémoires de sa mère, ma grand-mère, qui portait la mémoire familiale et qui se l'était accaparée. C'était son rôle dans la famille et son avantage aussi. Mais sur ce qui lui appartient à elle, rien d'autre. Elle me dit dans le livre à un moment donné, je n'ai pas voulu lire le livre de mamie, Oma, ma grand-mère, parce que je voulais avoir mes souvenirs à moi. Et donc elle disait des bêtises sur ce qui était passé techniquement dans les camps, parce qu'elle ne voulait pas remplacer son absence de souvenirs par les souvenirs d'une autre personne, fût-ce sa mère et surtout sa mère. Je pose ça là. Quand elle écrit son texte, effectivement, elle a besoin de le faire. Elle me le montre. Je le trouve, mais c'est très compliqué de dire ça à quelqu'un, et puis c'est arrogant, mais je le trouve inabouti. Parce qu'elle évite les trucs qui font mal, parce qu'elle ne va pas au bout, ni de ses relations avec son frère, ni de ses relations avec sa mère, et en même temps, elle n'a pu écrire Evelyne en vrai que parce que sa mère avait fini par mourir âgée de 104 ans. Les livres commençaient par ça. Donc on regarde, on dit pas trop, etc. Je sens que c'est important. Je sors moi-même d'un livre que j'ai écrit assez dur à faire sur la mort de mon épouse et ce qui a suivi. Je n'avais pas très envie de me reconfronter. Voilà, on ne peut pas tout faire tout le temps. J'avais envie d'un peu aller au Parc des Princes et de me reposer. Et bon, ça c'est important, c'est bien, c'est pas bien. Et effectivement, à un moment donné, une espèce de conjonction, ma compagne, qui est journaliste et romancière, qui s'appelle Neuven de Blevenec, qui est bretonne, mais elle est bien quand même, dit « Vous devriez le faire ensemble ». Et je finis par le montrer à mon éditeur chez Grasset, le type qui m'avait fait faire le livre sur mon épouse, c'était Valérie, c'était assez dur à faire, et qui dit « Mais vous devriez le faire ensemble ». Et comme un con, je dis oui, alors que j'ai pas envie, alors que j'aime pas ces témoignages, alors qu'ils me font peur, alors que je n'aime pas ce qu'elle devient, au sens où elle dit que la vie qu'elle a vécue avec nous avant de témoigner n'était pas une vraie vie. Puis je suis jaloux d'Alain, qu'il aime trop. Voilà. Salut Alain. Elle veut pas parler avec moi. Non, j'en rajoute pas. Elle veut pas parler avec moi. C'est à elle. Quand on lira des extraits, voilà. Et donc, j'ai pas envie de faire un livre qu'elle ne veut pas faire, mais on doit le faire. Ce qu'elle veut, Evelyne, c'est laisser une trace, avoir son bouquin, ses souvenirs, ses mémoires. 30 fois, elle va me dire t'as avancé sur le bouquin ? Ben non, tu me parles pas. Oh, je vais le faire publier par le Mémorial. Genre, le Mémorial, c'est le rebut, tu vois. Et je ne sais pas quoi faire. Donc, de temps en temps, j'essaye de lui poser des questions. Genre, je suis journaliste. Je lui pose des questions, elle ne répond pas. Parce qu'elle ne veut pas me répondre. Parce que je pose mal mes questions. Et puis, je n'ai pas à jouer les journalistes avec ma mère. Et puis, je ne lui dis pas que je déteste ses témoignages. Et elle ne dit pas qu'elle me déteste de ne pas aimer ses témoignages. Puis elle ne me dit pas que ça ne me regarde pas. Et un jour, je comprends, ça ne bouge pas pendant plus d'1 an. Je fais patienter l'éditeur, on ment, je lui mens, on ment à tout le monde. Elle me déteste. Entre-temps, on se calme, elle a reçu la Légion d'honneur, c'est plutôt classieux, donc voilà, ça fait une petite pause. Je lui fais faire un podcast, je fais un podcast avec elle pour France Inter, ça calme un peu, tu vois que je m'intéresse à toi, le podcast est bien d'ailleurs. Mais encore, on ne se parle pas. Et un jour, je comprends parce qu'on rentre c'est à la fin de l'été 2022, donc l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an. Je vais tous les étés à l'Île-Dieu, voilà, pour cracher sur la tombe de... Non, parce que j'aime bien l'Île-Dieu. Et elle était venue, on s'était beaucoup disputé. Elle était très chiante et j'étais très chiant, parce qu'on avait plein de choses qui ne passaient pas. Et je la ramène au bateau, content qu'elle s'en aille. Et elle a un gros sac. Et je lui dis, mais tu serais plus à l'aise avec un sac à dos.
Et là, elle me dit, mais Oma, mamie, ma grand-mère, n'a jamais voulu qu'on ait des sacs à dos. Ah bon? Non, parce que le sac à dos, c'était la Shoah, c'était la déportation. Et c'est vrai que ma grand-mère avait un sac à dos pour la déportation, je le comprendrai plus tard. Et je tombe des nues, parce que jamais de toute mon existence de lycéen avec sac à dos, ou de jeune homme avec sac à dos, ou de père d'enfant avec sac à dos, ou de porteur de sac à dos, ma maman ne m'a dit, mais non, pas de sac à dos, le sac à dos, c'est pas possible, c'est la Shoah. Et puis je continue, je lui dis, mais quand tu étais jeune dans les scouts juifs, tu étais dans des scouts sionistes religieux sympathiques, tu n'avais pas de sac à dos? Elle me dit, non, j'avais une valise. Et là, elle se met à me raconter des histoires vivantes d'elle, petite fille, allant camper avec d'autres gosses, souvent rescapés de la Shoah, mais qui n'en parlaient pas entre eux, qui étaient dans la vie. Ça, je le comprendrai plus tard. Et elle dit qu'ils ne se lavaient pas parce qu'ils campaient, c'était des ados, et qu'un jour, un bonhomme dont la fille campait avec elle était venu les voir, il était retourné à Amsterdam, il avait dit à mes grands-parents, c'était bien la peine qu'Evelyne se sorte de Bergen-Belsen pour la faire dormir dans la paille, et en plus, ça lui fait plaisir. Et là, je comprends que c'est ça le bouquin, qui doit être dans la vie, que je dois simplement accepter ce qu'elle dit, et que parallèlement à ça, je dois dire ce que j'en pense, et dire ce qui m'est arrivé. Que je dois raconter mes enfances, mes étés interminables aux Pays-Bas, où je voyais ma mère flipper parce qu'elle était devenue française, mariée à un Français qui était juif autant qu'on peut l'être, mais athée, bouffeur de... un Français, quoi, bouffeur de boudin. Et c'est l'amour absolu qu'elle avait pour ce père dont elle avait peur qu'il meure toujours, et les malaises qu'elle avait, les fidélités contradictoires, et moi qui m'emmerdais chez mes grands-parents, qui n'y comprenaient rien, et mon grand-père qui ne parlait pas, dont je ne savais pas quand j'étais petit que ce bonhomme, quand il était adulte, quand il était dans les camps, avait dû amener sa maman au train de Sobibor, depuis le Transyllandais qui s'appelle Vesterbork, qui avait vécu de sa vie avec ça. Parce qu'elle ne me l'avait pas dit, je le savais techniquement. Et je réalise que toute ma vie, je n'ai jamais parlé à ma famille, je n'ai jamais interrogé. Pas seulement elle ne voulait pas, mais pas ma grand-mère, pas mon grand-père quand il était encore en vie, personne. Que je n'ai jamais interrogé mon père sur ce que ça lui faisait d'être le mari d'une dame qui avait été déportée petite fille, et qu'on n'en a pas parlé. Ma sœur en a beaucoup plus parlé que moi, elle est beaucoup plus normale, sauf qu'elle est israélienne. Mais sinon, elle est plus normale. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que je comprends que quand on s'engueule, ça fait partie du bouquin. Quand elle ne me répond pas, ça fait partie du bouquin. Quand je ne la supporte pas, ça fait partie du bouquin. Quand elle se trompe, ça fait partie du bouquin. Quand ma grand-mère raconte des choses horribles, vous lirez le livre, ça fait partie du bouquin. Et peut-être que les choses horribles que raconte ma grand-mère étaient de mensonges, mais les mensonges font partie du livre. Ou plutôt, ils font partie de la mémoire. Que la mémoire n'est pas quelque chose de linéaire, mais la mémoire, elle est faite de trous, elle est faite de manques, elle est faite de peur, elle est faite de cette dingue qui n'est jamais allée en analyse, mais qui est beaucoup plus forte que moi. Elle est faite du fait que nous sommes du même bois. Nous, nos partenaires meurent, allez hop, on fait une famille, parce qu'on est d'un égoïsme et d'un instinct de vie débordant et terrible. Mais c'est comme ça. Et tout ceci ne vient pas de nulle part. Parce qu'elle s'est sortie des camps, pimpante, et à la fin de la guerre, elle était une petite fille trop grosse qui faisait, je déconne, qui sautait à la corde, et qui bouffait du poulet au beurre avec son père qui en avait marre de bouffer cachère, puis après il y est revenu. Et c'est le poulet au beurre qui compte. Le poulet au beurre qu'une petite fille qui est sortie des camps bouffe avec son père qui vient d'une famille ultra-orthodoxe de Francfort, mais on n'en a rien à foutre parce que c'est vraiment bon. Et c'est à ça que ça sert. Et si ça peut faire comprendre à des gens que la mémoire n'a rien de définitif, d'absolu, de figé, que justement la mémoire, c'est pas fait pour transmettre, c'est fait pour s'arranger, alors le livre n'est pas inutile. Ça parle de la Shoah, mais ça parle aussi du fait que mon père est mort, que ma grand-mère est morte, que mon grand-père est mort, que ma femme est morte, que mon beau-frère est mort, et qu'on mourra tous un jour ou l'autre. Parce qu'il est habité par l'idée aussi qu'il fallait le finir, et c'était pas du tout une clause de style. J'étais habité par l'idée qu'il fallait qu'on le fasse avant qu'on soit mort, ou elle ou moi. Et puis la vie que je mène, à mon avis, je peux gagner. Peut-être, Evelyne, vous avez choisi, je crois, un passage à nous lire aussi. Non, mais là, elle veut contredire. C'est-à-dire, en gros, ce livre a été une énorme psychanalyse qui m'a donné, en fin de compte, le zona que j'ai en ce moment. Mais le livre, Claude a fait de ça, de ces petits bouts et des non-dits
et des choses que j'ai oubliées, ou bien je saute du coq à l'âne et je pense à autre chose, le livre est devenu, je crois, quelque chose vraiment d'unique, parce qu'il montre comment la Shoah a joué dans toute une famille, et qu'en fin de compte, on s'en est sorti quand même. Sur toujours. Quand j'étais petit, j'étais un gosse pas courageux, pas bagarreur, et ma mère, pour me protéger, me dit-elle, me sort de l'école maternelle où j'étais malheureux quand j'avais 4 ans. Et cette anecdote a fait rire mes femmes, mes compagnes successives, mes amis, mes gosses, à Claude, quel poule mouillé, qu'on sort de la maternelle quand il avait 4 ans. Puis, faisant le livre, j'ai compris, c'est pas moi qui l'avais sorti de la maternelle. Elle m'a sorti de la maternelle quand elle avait 4 ans, l'âge où elle était arrêtée par des collabos hollandais et par des nazis, et dès le premier centre de tri, l'équivalent du Veldiv, qui était un théâtre réquisitionné aux Pays-Bas, on l'a séparée de ses parents, puis dans le camp de Furt, on l'a séparée de sa mère. C'est elle qu'elle ramenait à la maison. Mais ça, j'ai mis... voilà, je l'ai pigé à 60 balais. Si la Shoah m'a impacté, c'est que ça a fait de moi le gosse trouillard et dans un cocon que j'ai mis des années à dépasser. Parce qu'elle revivait ça. Oui, je sais, tu n'es pas d'accord. Mais il y a quand même une concomitance qui est absolument extraordinaire. C'est précisément à l'âge où tu es déporté, séparé de ta maman, et tu manques de te laisser mourir, que tu me sauves de l'école maternelle, remplie d'antisémites. Non, je pense que là, t'en rajoutes. Hein. Non. Ah non, j'en rajoute Evelyne, pas. moi j'aimerais bien entendre le passage que vous avez choisi. Je suis dans une litote permanente. J'espère que je ne vais pas pleurer. Ah ben j'espère aussi. Mais d'ailleurs, vous pleurez pas mal dans le livre. Je pleure pas mal. Oui. Elle n'ose pas devant moi, normalement. Si. Si c'est trop long, vous m'arrêtez. Non, mais c'est bon, là. C'est la lettre que mon père a écrite quand on était sorti de Bergen-Belsen et qu'on était dans le camp de rapatriement. Alors, Claude, il écrit « Jacob Sulzbach ». Ce qui suit est une lettre que mon grand-père Jacob envoya à sa famille, ses parents et sœurs en Palestine et en Amérique, la sœur et les parents d'Annie en Argentine, c'est ma maman, au mois d'août 1945, 3 mois après la victoire alliée. Jacob vivait encore dans un camp de la Croix-Rouge et il se demandait, sans oser le formuler, si quelques proches dans le vaste monde l'aideraient à quitter l'Europe. Cela n'arriverait pas. Mon oncle Jules a reçu cette lettre d'un cousin d'Amérique qu'il avait découverte dans des archives familiales, oubliées, lettre qui n'avait jamais reçu de réponse et que ma mère a traduite il y a des années. Biberach, Jordanbad, le 14 août 1945. Chers parents, chers frères et sœurs, bien que nous vous ayons donné de nos nouvelles via une demoiselle qui rentrait en Amérique centrale, je veux vous écrire encore une fois et plus longuement. Je ne connais pas votre adresse. On nous a en effet tout pris, même des agendas, et j'ai mentionné les frères Arnstein qui certainement connaissent une de vos adresses. Je suis assis ce soir dans le bureau du sanatorium, qui est merveilleux. Annie danse, et comme je ne connais pas cet art, j'ai une soirée de libre. Vous pouvez voir d'après cette lettre qu'Annie, la petite Evelyne et moi, nous allons bien, ce que je veux toujours souligner avant que vous ne vous fassiez pas de soucis pour nous. Je ne peux pas vous épargner, chers frères et sœurs, le chagrin de la perte de nos chers parents et Caroline. Vous avez certainement été informés chez vous des épouvantables atrocités. Cette information ne vous prendra donc pas totalement au dépourvu. Au moins, papa est mort de façon naturelle dans l'hôpital du camp de Westerbork, Hollande. Il était déjà depuis 1 an très diminué physiquement et malheureusement, son esprit avait également souffert. Je dois vous avouer honnêtement que je ne pensais pas que papa résisterait encore longtemps et maman réalisait cela aussi. Je ne veux pas écrire plus sur maman et Caroline. Vous seriez obligés de pleurer. Donc, brièvement, sachez que Caroline est partie le 15 juillet 1942 avec un transport vers la Pologne, précisément Auschwitz. Maman est partie le 20 juillet 1943 de Westerbork. On nous disait vers Riga et de là, comme il s'est avéré, vers Auschwitz. Claude écrit «
Mon grand-père ne savait pas alors que sa maman, qu'il appelait Mama, était morte à Sobibor et non pas... C'est trop long ? Et non pas à Auschwitz. Je coupe ici son récit qui décrit longuement le passage par les camps. Nous avons végété pire que des bêtes, pire que des cochons, écrit-il, et je sais l'humiliation de cet homme que je ne connus qu'en chemise blanche impeccable. Il raconte ensuite la sortie de Bergen-Belsen. C'est ici que je veux saisir ce qui habitait Jacob au moment où la vie lui était rendue. Comme par miracle, c'est mon père qui l'écrit, on nous a envoyés le 21 janvier 1945 vers un camp d'internement anglais. Il était plus que temps. Je n'aurais pas vécu 8 jours de plus tellement j'étais faible et maigre. J'avais perdu environ 30 kilos avec la typhoïde et je ne pouvais plus ni marcher ni me tenir debout. Annie et la petite Evelyne étaient, compte tenu des circonstances, plutôt bien. Annie pesait 44 kilos et demi. J'étais très malade à Biberach, une infection des reins due au coup d'un SS avec une barre de fer et je suis restée 2 mois à l'hôpital. Avec une diète et beaucoup de repos, je me suis rétablie assez rapidement et aujourd'hui, je ne sens plus rien. Je n'ai presque plus de diète et je suis comme avant. Je peux marcher pendant des heures, porter des charges lourdes. Les gens pensent que j'ai 32 ans. J'ai retrouvé mon poids et avec mes 80 kilos, je peux me montrer. La petite Evelyne a grandi. Elle va à l'école et elle apprend facilement. Elle sait faire des calculs et écrit très bien. Elle parle aussi l'anglais et nous n'avons donc pas de soucis dans ce domaine. Je saute un petit peu. Entre-temps, 2 jours ont passé et Annie est allée hier matin un peu à l'improviste à Constance, comme elle a eu une permission pour cela. Elle voulait tant voir une fois les environs merveilleux du lac de Constance. Un si beau pays avec des gens si mauvais. Elle y retournera dans 4 jours. Je suis heureux de pouvoir lui offrir quelque chose de beau. Annie s'inquiète de votre santé et si vous n'avez pas souffert des soucis et incertitudes à notre sujet. Nous sommes certainement aussi pauvres qu'une souris d'église et devrons voir comment remonter la pente. Mais nous avons tant souffert que nous avons appris à être modestes et à nous sentir dans une chambre comme des rois. Il continue comme cela et quand j'ai reçu la lettre, j'en étais malade parce que je trouvais que cette lettre sointait littéralement de malheur et comme un homme qui n'arrivait plus à revenir dans la vie. Et en quelque sorte, je n'ai pas connu mon père comme il était avant-guerre. Je l'ai su par la sœur de ma mère qui me racontait que mon père avait été un jeune homme très beau, très sportif, avec une voix merveilleuse, qui voulait devenir chanteur d'opéra. Et je n'ai pas connu ce père. Je n'ai jamais vu mon père faire du vélo. Je n'ai jamais vu mon père nager. Je n'ai jamais vu mon père vraiment chanter, être heureux. Et j'en ai déduit qu'il avait perdu tout espoir en l'humanité après qu'il avait dû mettre sa mère dans le train et qu'il avait demandé au capot, écoutez, laissez-la, c'était le train qui partait de Westerbork. Et il avait dit, laissez-la, elle est vieille. Et le capot lui a dit, monsieur, vous pouvez prendre sa place, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre sa place, vous pouvez même amener votre femme et votre petite fille, et à ce moment-là, elle restera là. Et je pense que ce jour-là, son cœur s'est brisé à tout jamais, et voilà, je n'ai pas eu de père comme il était avant. Le complément de l'histoire, Evelyne ne se souvient pas de sa grand-mère montant dans le train à Westerbork pour Sobibor. Ça, c'est sa mère qui lui a raconté et qu'il a écrit dans ses souvenirs. Le complément de l'histoire, ma grand-mère, qui s'appelait Annie, qui avait donc épousé mon grand-père, Jacob, venait d'une famille plutôt libérale, juive libérale, allemande de Rhénanie. Du côté de mon grand-père, c'était des juifs orthodoxes de Francfort. C'est pas la même culture. Avant d'avoir l'autorisation d'épouser Jacob, elle avait dû faire un stage pour apprendre à
cuisiner cachère, à être digne de l'aristocratie des Juifs de Franconie. Elle détestait sa belle-mère. Elle la détestait. Elle n'aimait pas trop la mère de papa non plus. C'est des choses qui arrivent dans les meilleures familles. Au moment où la grand-mère d'Evelyne, la mère de mon grand-père, monte dans le train sur le bord, le capot dit, mais vous pouvez venir donc avec votre... Vous pouvez y aller avec, à sa place. Et Annie lui dit, non, tu ne peux pas nous abandonner. Annie, quand les Allemands étaient rentrés aux Pays-Bas, avait essayé de se suicider. Evelyne a toujours pensé que sa mère avait voulu l'abandonner en 40. Après, elle s'est rattrapée, elle a fait plein de choses, elle les a sauvés. Mais son geste initial en 40, c'est de se suicider. Le deuxième geste, c'est de dire à son mari, non, on ne va pas sauver ta mère, reste avec nous. Le troisième geste, c'est d'avoir bousculé mon grand-père, qui s'était fait casser la figure, battre par un SS, qui ne voulait pas se lever. C'est très complexe cette histoire. Evelyne raconte dans le livre, parce qu'elle finit par raconter plein de choses qu'elle ne me racontait pas, que quand elle est chez ma sœur qui vit en Israël le jour du Yom HaShoah, vous savez, il y a les sirènes, vous ne savez pas, il y a des sirènes qui déchirent l'atmosphère. À ce moment-là, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle pense à sa grand-mère, qui s'appelait Jenny, qui est morte à Sobibor, amenée par son fils au train pour Sobibor, et dont la belle-fille disait du mal, y compris à sa mort après-guerre. Parce que c'est ça, être vivant aussi. C'est pas parce que quelqu'un est mort à Sobibor qu'on va cesser d'en penser du mal. Et elle trouvait ça atroce. Ma sœur, Myriam, s'appelle en deuxième prénom Jenny. Quand j'étais petit, je pensais que c'était un hommage rendu à Roger Martin Ducard. Jenny était en même temps la fiancée de Jacques Thibault, dans les Thibault. Pas du tout, c'était Jenny, la dame qui était montée dans le train. Et elle l'habite. Et dans les fantômes qui l'habitent, il y a cette grand-mère qu'elle a à peine connue, qui a toujours l'air triste, dont tu n'as qu'une photo, je crois, qui reste. Et c'est quelqu'un que j'ai jamais réussi à ressentir comme étant de ma famille. C'est une dame, voilà, je connais l'histoire. Mais donc, dans ce qui habite ma maman, c'est... Évidemment, elle aimait sa mère. Évidemment, elle lui devait tout, notamment la vie, 2 fois, en naissant et pendant les camps. Et vraiment, ma grand-mère a fait des choses dingues. Elle est allée donner des cours d'anglais à des capots à Bergen-Belsen, qui étaient des juifs saloniciens qui voulaient être prêts le jour où les Anglais ou les Américains arriveraient. Elle a trouvé des médicaments, du lait. Elle s'est battue. Mais en même temps, elle a fait peser sur sa famille le poids de son héroïsme. Sans rien dire, mais Evelyne ne dit pas grand-chose. Donc c'est très compliqué les rapports avec les parents. Très très compliqué. Et c'est une douleur. Je ne suis pas étonné que tu... Et dernière chose, il se peut que mon grand-père n'ait jamais été heureux après-guerre. Il se peut aussi qu'il ait été heureux. Il m'est arrivé, moi, dans ma vie, d'avoir ma vie détruite, puis de paumer mon boulot. Mon grand-père, après-guerre, n'a plus jamais été prospère. Il venait d'une famille de la bourgeoisie juive allemande. Son arrière-grand-père ou grand-père a été un grand professeur qui a son nom dans l'encyclopédie Judaïca. C'est des gens très lettrés. Après-guerre, beaucoup de juifs hollandais, germano-hollandais revenus des camps ont refait leur vie, ont travaillé, étaient prospères, etc. Mon grand-père était pauvre. Il donnait le change. Ils avaient réussi à avoir une belle maison. Je ne voyais rien quand j'étais petit, mais en fait, je mangeais très peu de viande. Quand mes parents se marient, il n'y a pas de repas de fête, rien du tout. Il y a un petit buffet à la maison parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et elle ne peut même pas inviter sa meilleure amie. Ils tiraient le diable par la queue, mais comme on est des juifs allemands, on fait attention de ne pas le montrer. On peut en déduire que mon grand-père était un homme brisé. Moi, j'en déduis que c'était un type extrêmement courageux, qui, sachant tout ce qu'il avait perdu, et sachant qu'il ne pouvait pas s'adapter, n'hésitait pas à demander, n'hésitait pas à tricher. Lui offre un vélo après-guerre parce qu'il a trafiqué des cigarettes américaines depuis le camp de la Croix-Rouge. Il était en Allemagne. Je trouve ça absolument génial. Je trouve merveilleux que mon grand-père ait trafiqué des cigarettes pour offrir un vélo à sa fille, puisque c'était le seul moyen qu'il avait de le faire. Et je le trouve, et je ne l'ai jamais su quand il était vivant, et je pense cela depuis quelques mois, merveilleux de survie, justement parce qu'il était brisé. Ma grand-mère, elle, était un petit bout de bonne femme en béton armé, en acier trempé. Elle venait de la Rhénanie, donc de la Roure, aurait voulu qu'il soit très fort et beau comme avant-guerre. Beau, il l'était sans conteste aucune. Fort, je ne sais pas. C'est pas grave de ne pas être fort. C'est pas grave de faire youpla quand on a survécu. On se débrouille, on fait comme on peut. Et mon grand-père était un type qui a fait comme il pouvait. Il me manque au sens où j'aurais bien dit, tu sais mon vieux, Jacob, moi aussi je fais comme je peux, très souvent. Mais ça se trouve, il était très heureux. Il était très heureux de la voir grandir, d'être belle, de s'amuser. Je ne suis pas sûr qu'il était si malheureux que ça. Il était autre. On est marqué par ce qui nous arrive. Tu veux que je te lise l'extrait ?
C'est ce que j'allais... Vous avez vu la transition, c'est ça la radio. Est-ce que Claude n'a pas voulu nous dire, n'a pas voulu dire à Evelyne surtout, avant quel passage il avait choisi. Donc nous sommes dans un suspense. Je ne sais pas pourquoi je me dispute avec Evelyne. Parfois elle pleure et parfois elle se défend. J'ignore d'où vient ma méchanceté, ce que je dois régler. Je contemple mes mots qui se dressent avec rage pour exprimer ce que je n'ose pas penser, ce que je ne pense même pas forcément. J'en ai une farandole de piques et de reproches. Nous sommes un vieux couple, ma mère et moi, et nous tenons nos comptes, elle n'oublie rien. Je t'en veux encore. Pourquoi ? Tu m'as dit que mes témoignages, c'est comme faire du macramé. La seule chose qui m'intéresse, c'est que tu sois contente. Si témoigner te fait plaisir, je suis pour. Si c'était du macramé, je serais pour aussi. Je témoigne parce que c'est important. Ouais, c'est important pour toi, ça te fait plaisir. Ça ne me fait pas plaisir. Alors pourquoi ? Tu crois que sans toi, on oubliera la Shoah ? Les enfants ont des profs d'histoire ? Ils pourront dire qu'ils ont connu quelqu'un qui est passé par les camps. Je me demande si ce n'est pas comme la visite d'un musée. On y envoie des milliers de gosses et l'un d'eux, un seul, est touché par un tableau. Si tu as touché un enfant, c'est formidable. Je retranscris avec peine cette cuistrerie dont j'ai été ravi sur le moment. Sans doute Evelyne m'avait-elle agacé en se dérobant à mes questions, car je lui pose des questions quand le remords me prend de ne pas avancer, et chez elle, dans son salon, je joue au biographe. Ce ne sont pas de nos meilleurs moments. Ils ne sont pas seulement inutiles. Quand as-tu raconté à papa que tu avais été déporté ? Je ne me souviens pas. Mais il le savait, t'as bien dû lui dire. C'est pas important. Mais ça l'est pour moi, fais un effort. Mais c'était pas important pour moi, je n'avais pas l'impression d'avoir été déporté. Mais quand as-tu compris que tu avais bien été déporté ? Quand j'ai vu mon nom sur des fichiers allemands qu'une amie m'a envoyés, je te l'ai dit 1000 fois. Mais avant de lire ton nom, quand même, tu savais que tu avais été déporté. Mais ça ne comptait pas pour moi. Mais papa le savait, oui. Donc tu lui avais dit. Mais quand tu l'avais rencontré ? Je ne me souviens pas, ce n'était pas important. Papa, Légiti, était journaliste, poète et romancier. Il aurait voulu n'être qu'un homme de lettres, la vie ne l'a pas permis. Son premier livre publié s'appelle « Les Juifs meurent aussi », paru en 1974 aux éditions Fayard, avec une couverture dessinée évoquant la rue des Rosiers qui nous faisait penser, ma sœur Myriam et moi, aux Aristochats. Il s'agit d'une fresque sur près de 20 ans de la communauté des Juifs de France, dont papa voulait être le Balzac. Des personnages se débattent et se cherchent comme mon père se chercha entre leur pays et Israël. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Dis-moi, dans « Les Juifs meurent aussi », il y a tout un chapitre qui se passe à Amsterdam. Et c'est un mariage, c'est comme votre mariage. Et alors, il y a tout. Le jardin, la maison, l'odeur des cigares de Hopa, la gentillesse envahissante de Homa, et une jeune femme qui a été déportée avec ses parents, qui aime son père par-dessus tout, et qui sait que son père a été brisé par la guerre et qui en veut à sa mère de ne pas le protéger. Et donc en 1974, papa savait tout, il avait tout compris, il a bien fallu que tu lui racontes. Je ne sais pas, je n'ai jamais lu son livre. Tu n'as jamais lu le livre de papa ? Je n'ai jamais lu aucun livre de papa. C'est bizarre. Je les ai tous tapés à la machine, je n'ai pas besoin de les lire. Donc tu te souviens de ce mariage en Hollande dans son livre ? Je sais de quoi il parle, mais je ne me souviens pas précisément. Tu devrais le lire alors. Je ne veux pas, j'ai autre chose à faire. Le temps que tu passes sur Facebook, tu pourrais prendre un livre de papa. C'était ton mec quand même, c'est important pour lui. Papa, j'étais avec lui quand il pensait qu'il ne serait jamais écrivain. Je l'ai soutenu. Il écrivait ses livres à la main avec une toute petite écriture et je devais déchiffrer ses manuscrits et les taper à la machine en 3 exemplaires avec du papier carbone. Et quand les livres sortaient, il ne me proposait pas de venir avec lui. Dans les soirées, il en parlait. Mais quel rapport ? Ça m'aiderait pour ton livre si tu le lisais. En quoi ? On parle de la mémoire, tu es d'accord ? Comment tu avais enfoui tout ce qui t'était arrivé ? Et comment tu te retrouves aujourd'hui ? Mais il y a 50 ans, ton mari écrivait un roman où il y avait tout. Une petite fille sortie de Bergen-Belsen à qui on doit apprendre à éplucher les oranges avant de mordre dedans. C'est toi cette petite fille. Tu sais, papa, il regardait, il comprenait tout. Mais tu avais bien dû lui parler pour qu'il soit aussi précis. Il avait dû parler à Oma. Il lui posait beaucoup de questions. Donc elle savait à quel point tu aimais Mopa. Je me souviens qu'elle avait fait venir ses amis à la maison pour papa. Des femmes qui avaient été déportées comme elle. Elle s'était installée au salon, il leur posait des questions sur les camps, elle traduisait. Et toi, tu étais où ? Pas avec elle, je m'occupais de vous, je les regardais derrière la porte vitrée. Il y a tout le bouquin dans cette salle. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, ce qu'on a réussi à dire, et Evelyne, quand on parlait d'elle, dans la maison de ses parents, était derrière la porte vitrée. Un jour, elle a franchi la porte. Je ne l'ai pas abîmé le bouquin, c'est de l'eau, c'est tout abîmé. C'est ton téléphone. Oh, mon téléphone, on s'en fout, je suis trop souvent sur Facebook. On a des engueulades bien pires. Si on a réussi un truc, c'est que ce bouquin est dans la vie. Dans la vie, mais laisse ce téléphone tranquille. Dans la vie, on s'engueule. C'est pas parce que quelqu'un a été dans la Shoah qu'il va pas s'engueuler. C'est pas parce que quelqu'un est veuf qu'il va pas s'engueuler. C'est pas parce que 2 personnes sont veuves et ont construit leur vie qu'elles vont pas s'engueuler. C'est pas parce qu'on s'engueule qu'on s'aime pas. On peut aussi s'aimer sans s'engueuler, je vous rassure. Mais voilà. Quand on
n'arrivais pas à faire le bouquin, je pensais beaucoup à Art Spiegelman, qui est beaucoup plus fou que moi, et à son père Vladek, qui est beaucoup plus dur qu'Evelyne, mais de l'impossibilité de parler, à un moment donné, on peut faire quelque chose, et mine de rien, au bout d'un moment, quand on se dispute, quand on se touche, on se dit des choses. Merci. Ah ben voilà. C'est effectivement les deux livres que j'avais emmenés près de moi qui ont beaucoup occupé mon esprit en vous lisant. C'est Maus dont tu viens de parler et W ou le souvenir d'enfance de Pérec pour cette alternance des chapitres et aussi pour la question de l'enfance percutée comme ça par la guerre et du témoigner sans souvenir ou avec très peu de souvenirs, comment on fait. J'ai peut-être une dernière question avant de vous donner à vous la parole. Le livre est habité par quelque chose d'assez perturbant, qui est que, Claude, vous n'aimez pas beaucoup qu'Evelyne témoigne. Maintenant, ça va. Vous êtes quand même gêné par cette idée. On l'a entendu, là, je pense, ce soir déjà. C'est assez présent dans le livre. Et moi, ça me perturbe personnellement parce que j'ai l'impression de rencontrer aussi beaucoup de deuxième ou troisième génération de descendants qui se plaignent du contraire, qui se plaignent du silence, qui se plaignent de l'absence de témoignage. Alors, j'aimerais bien vous poser la question comme ça, très frontalement. Qu'est-ce qui vous gêne ? J'étais gêné, vieil adulte, par les témoignages de ma mère. Comme adolescent, j'étais gêné quand brusquement elle disparaissait pour aller distribuer des tracts et s'enchaîner devant l'aéroflotte parce que des juifs durs, c'était en prison. On a toujours du mal, notamment les garçons, mais je crois pas seulement les garçons, à admettre la liberté de ses parents et singulièrement la liberté de sa mère. Parce qu'elle vous perturbe, parce qu'on s'est construit, parce qu'un parent, une mère fait partie du paysage. Mes enfants pourraient dire la même chose de moi. Et on a du mal à admettre que nos parents soient des êtres autonomes, amoureux, avec des désirs, reconstruisant une vie. C'est pas la chose. On a du mal à admettre leur liberté. Ça, c'est une chose. Je vous ai dit tout à l'heure, ma réticence vis-à-vis de cette doxa, de cette banalité acquise. Moi, j'ai déjà vu des conférences où va Evelyne ou des espèces de crétins notables qui disent devant des anciens déportés « Quand vous ne serez plus là, on ne pourra plus parler. » Mais va te faire foutre, tu parles de leur mort. Ils ont plein de choses à faire. Ils ont des films à voir au cinéma, des livres à lire, ils vont tomber amoureux. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un type qui s'appelait Samuel Pisard. Qui avait été déporté à Auschwitz et qui, quand il était sorti d'Auschwitz, était avec d'autres anciens déportés, avait formé un gang de motocyclistes avec lequel il terrorisait les populations polonaises et allemandes et il s'emmerdait pas. Mais c'est merveilleux. Si tu as envie de devenir truand après avoir été déporté, deviens truand. Si tu as la capacité de devenir millionnaire, deviens millionnaire. Si tu veux trafiquer des cigarettes pour acheter un vélo à ta fille comme mon grand-père, just do it, c'est merveilleux, tu es vivant. Tu as survécu pour vivre. Et donc l'idée d'avoir survécu pour témoigner, c'est être en prison 2 fois. Voilà, donc je n'étais pas... La blague sur le macramé, qui est évidemment une méchanceté. Mais en vrai, à un moment donné, je pense qu'Evelyne a besoin de témoigner, donc c'est cool. Et quand je l'accepte vraiment, ça va bien, je n'ai plus vraiment aucun problème avec ça. Mais ce qui ne m'allait pas, c'était le discours que je trouvais artificiel et plaqué. Le discours I'm a reborn Christian. Ah, maintenant c'est vrai. Le jour où elle se met à vouloir bazarder le service de table moche, non pas moche, qu'on lui a offert à son mariage avec mon père, parce qu'elle a récupéré le service de table de ses parents et qu'il a une valeur ajoutée puisqu'il a été conservé pendant qu'ils étaient déportés, mais va te faire foutre, c'était notre service de table. C'était notre vie, c'était notre enfance. Le jour où elle se met à retirer les photos de mon mariage, premier mariage, deuxième, je ne suis pas marié, parce qu'il faut faire de la place à des bibelots allemands qu'elle a récupérés de chez ma grand-mère après sa mort, mais elle t'a rien fait, ma femme, tu l'aimais bien, Valérie. Donc il y avait quelque chose que je trouvais artificiel, surjoué et brutal.
Mais en réalité, ce n'était que de la jalousie de vieux, grands, petits garçons qui ne voulaient pas lui foutre la paix. Et ma psy, que j'adore... qui est présente dans le livre, d'ailleurs. Absolument, parce que c'est la femme la plus intelligente du monde après ma mère et ma fille. Et non, sérieusement, me disait, mais foutez-lui la paix, vous n'avez envie ni l'un ni l'autre. Sauf que c'était important de le faire. En général, c'est comme ça qu'elle fonctionne, même si elle me dit, foutez-lui la paix pour que je fasse les choses quand même. Non, ne refaites pas votre vie, Claude, vous voyez bien que ce n'est pas possible, d'accord, j'ai compris, on va la refaire. Et donc c'était ça. Donc j'ai aucun problème avec le silence. La Shoah est suffisamment présente qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. Oui, dans un rêve bleu, on aurait pu imaginer notre maman nous emmenant tous en famille dans une grande excursion à Bergen-Belsen, et il y a des anciens déportés qui font ça. C'est peut-être merveilleux, c'est peut-être du kitsch au sens où ça nie la mort, ou c'est ce dont ont besoin ces familles-là. Evelyne n'est pas ce type de déporté-là. Il y a d'autres dialogues assez drôles. Je lui dis, on va aller à Fürth, parce qu'on est allé dans un camp où était petite fille, et après on pourra aller à Westerbork. Non, je ne veux pas aller à Westerbork. Mais pourquoi tu veux aller à Fürth? Parce qu'à Westerbork, je ne me souviens de rien. Ça tient la route. Ça tient la route. Et donc je lui dis, ben justement, ça pourrait réveiller quelque chose. Donc à la fois, elle est dans la recherche de ce qu'elle a oublié, mais surtout ne rien faire pour le retrouver, ce qu'elle a oublié. Parce que c'est peut-être pire. Parce que si tu es à Westerbork et que tout d'un coup tu as l'image de ton père, tu n'as pas envie de la voir. Et tu as le droit de ne pas avoir envie de la voir. Je peux te rassurer, je n'irai plus jamais quelque part. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Non, j'irai plus. Non, je ne peux pas. C'est une scène... Je ne veux plus aller quelque part où j'ai été. Je ne veux plus. Avec le zona qui est apparu, ce que vous disiez. Non, là j'ai exagéré un petit peu, mais enfin, je ne veux plus y aller. Je ne vais pas dans les endroits, je parle, mais je ne vais pas dans les endroits. Je me suis enfuie devant, à Jérusalem, le Yad Vashem, 3 fois. Je me suis dit, je vais y aller, mais je me suis enfuie littéralement. Donc, je n'y vais plus, je ne vais plus. C'est pas grave. Evelyne a des flashs. Elle est, même à l'époque où elle disait qu'elle n'était pas habitée par la Shoah, si dans le jardin de notre maison de campagne, elle entendait un avion, elle pensait que c'était Bergen-Belsen qui était bombardé. Et elle se jetait par terre. Puis après, elle riait parce que c'était pas ça. Allant en Israël et visitant la prison de Atlit où Menachem Begin, alors qualifié de terroriste par les Anglais, avait été enfermé, elle voit un lit superposé, vous savez, des lits comme dans les camps, et là, elle se met à trembler, elle pense qu'elle est à Bergen-Belsen. Et elle sort en pleurant. Ça, c'était l'époque où elle disait que la Shoah n'était pas présente en elle. Mais ce sont des choses qui continuent. Il y a, l'année dernière, au printemps, Evelyne est allée dans 3 camps. Le premier s'appelle Fürth, qui était un camp qui était une annexe des usines Philips, où des Juifs étaient même volontaires pour aller travailler parce que ça retardait le moment de la déportation. Donc ils y étaient, mais là elle est tombée malade, elle était séparée de ses parents, de sa maman. Son père, lui, travaillait à saboter des ponts dans des commandos. Et de là, ils sont amenés à Westerbork, puis après à Bergen-Belsen. Et à Fürth, elle manque de mourir. Comme elle déteste les Hollandais, Evelyne se persuade à un moment donné que le camp de Fürth ne rappelle pas que c'était des Juifs qui étaient déportés. Alors on envoie des mails d'insultes. Il lui répond très gentiment, Lief et Mefrau Askolovitch, si, bien sûr. D'ailleurs, nous vous invitons. Nous allons commémorer l'anniversaire de ce qu'on a appelé le convoi des enfants, qui était l'évacuation de tous les enfants de ce camp de Fürth pour Westerbork. Et la plupart de ces gosses, après, avec leur famille, sont allés, qui à Sobibor, qui à Birkenau, ils sont morts. Pas elles, parce qu'ils avaient des faux papiers. Et donc, ils invitent maman à faire le speech. Voilà. Et donc, elle y va. Donc déjà, ça prouve que les Hollandais ne sont pas si méchants. C'est compliqué, mais ils le font vivre. Donc, on y va avec ma sœur, ma mère et moi, ma sœur venant d'Israël. Et on va en Hollande. Et là, il y a toute la schizophrénie de la famille sur la Hollande. On arrive à Amsterdam, on se promène à Amsterdam. Quoi qu'elle dise, elle adore Amsterdam. On mange des petites crêpes, on mange du hareng. Le lendemain, on a une voiture, on va à Zandvoort, qui est la belle plage d'Amsterdam. Là, je me baigne ostensiblement parce que c'est ce qu'on faisait quand on était petit. Et on est très heureux d'être en Hollande. C'est vachement bien. C'est des plages de sable fin, des dunes, des harengs, c'est parfait. Et le lendemain, on doit y aller. Et là, plus on approche du camp, ma maman, qui pourtant ne se souvient de rien, plus on approche du camp, plus elle est habitée par l'idée même du camp. Et quand on arrive, le camp de Fürth est un très grand camp qui, après la guerre, est devenu
une espèce de cité de transit, notamment pour les réfugiés moluquois, une des colonies hollandaises devenues indépendantes. Et donc une partie des baraquements sont devenus des espèces de petits pavillons HLM. L'autre partie est un musée. Et plus on arrive, plus Evelyne est habitée par l'idée qu'elle revient là où elle était petite fille et là où elle a failli mourir. Et quand on arrive au camp, elle est tétanisée devant sa tasse de café, elle ne peut plus bouger. Et là, c'est la différence de ma sœur et moi. Ma sœur, très gentiment, reste avec elle, l'accompagne, la fait marcher tout autour du camp en baissant les yeux, parce qu'il y avait un wagon déporté. Vous connaissez la scénographie des camps. C'est obscène, hein, par moments. C'est beau, mais c'est obscène, parce que de temps en temps, ça fait des choses aux gens. Elle n'avait pas envie de voir un wagon. Et moi, j'étais exaspéré par cette mise en scène, par si tu ne voulais pas y aller, ça te fait du mal, n'y va pas. Personne n'est forcé, etc. Puis après, j'ai honte et je me calme, et voilà. C'est la nature de nos rapports. Et Evelyne est allée bravement faire son speech en hollandais. Oui, en hollandais, tu l'as fait en hollandais, sans regarder les gosses, parce qu'on avait rassemblé les enfants des écoles, comme on fait toujours pour les souvenirs de la Shoah. Et ça a été tellement traumatique pour toi, c'est en ce sens-là qu'elle ne veut plus retourner dans ces endroits. Mais étonnamment, logiquement, elle n'a aucun souvenir de Fürth. Elle a pas, c'est comme si elle n'a pas dit, tiens, ça c'était le baraquement où j'étais malade. Non, bien sûr que non. Moi, j'ai acheté des albums souvenirs de Fürth en me demandant si j'allais voir sa photo, et j'ai pas vu sa photo. On est des déportés de 2e division, il n'y a pas notre photo dans les livres d'histoire. Alors qu'Anne Frank, oui. C'était plus fort que moi. Bien sûr. Voilà, je ne pouvais pas. Mais j'ai été sauvée par les enfants. Parce que ta sœur, ma fille... Les mômes des écoles qui étaient venus participer à la cérémonie. Elle m'a dit, viens, tu ne regardes pas, je t'amène dans le préau où il y aura la cérémonie de souvenir de ce Kindertransport, le transport des enfants. Et tous les ans, ils font un souvenir le 6 juin. Ça avait lieu le 6 juin 1943. Et il y avait des enfants qui étaient les maîtres de cérémonie de cette manifestation. Et je les vois. Et puis là, les enfants, moi, les enfants, j'aime. Donc, je vais voir les deux, un petit garçon et une petite fille. Et je dis, c'est vous qui allez faire la commémoration? Et elles me disent, oui, oui, madame. Et je demande à la petite fille, est-ce que tu as peur? Elle a dit, oh oui, j'ai tellement peur. J'ai dit, tu sais, je vais te dire un secret, j'ai plus peur que toi. Et du coup, j'ai pu faire le discours, mais je me suis juré que plus jamais j'irai. Et je ne suis pas allée pour les 75 ans. J'ai envoyé un cousin à moi qui était cette année. pour prendre un livre, parce que j'ai réussi quand même à faire imprimer le livre de ma mère, ses souvenirs traduits en hollandais et un autre livre. Mais je n'y suis plus allée et puis je n'irai plus jamais. Je ne peux pas. Suite, après la visite, le retour à Fürth, donc au printemps, juin 2022, la meilleure amie d'enfance de maman, qui s'appelle Loni, qui est une dame qui vit aujourd'hui en Suisse et qui a grandi avec elle aux Pays-Bas, la retrouve. Elle n'a pas été déportée. Ses parents avaient été plus malins que mes grands-parents. Ils s'étaient arrangés pour qu'un réseau de résistance la cache pendant la guerre. Donc eux avaient été déportés, comme mes grands-parents et Evelyne, mais elle avait été cachée. Et c'est pas les mêmes traumatismes, évidemment. Et Loni, donc, vient rejoindre Evelyne. Elle n'est pas allée au témoignage à Fürth, mais elle se retrouve parce qu'elles vont aller dans le village où Loni a été cachée. Evelyne en attend énormément, parce qu'elles ont beau être les meilleures amies du monde et avoir tout partagé après des heures. Les parents de Loni, eux, avaient refait leur vie en sont pleins de fric après la guerre. Et ils regardaient mon grand-père un peu de haut. Mais ça n'empêche, tu parles, ça n'empêchait pas l'amitié. Mais Evelyne attendait énormément de ça, parce qu'elle a reconstruit un monde où il est important de témoigner, de toucher son souvenir, d'aller chercher la petite fille qu'on était. Et quand elle se retrouve dans le village où Loni a été cachée, l'enthousiasme de ma mère, pensez à une nouvelle de Kundera, pour son ami retrouvant ce village, rencontre un silence glacé, agacé. Loni ne veut plus entendre parler de cette histoire. Et elles sont en froid pendant quelques semaines après. Oui, on s'est remu avant-hier. Ça fait 1 an. On s'est remis avant-hier. Quand je vous disais que les gens sont libres,
Lonnie est parfaitement libre de ne plus avoir envie de s'emmerder avec le fait qu'à cause de dingue qui gouvernait l'Allemagne, elle a été cachée. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Alors, elle dit que Lonnie ne parle pas et que non se parle, qu'on est mieux. C'est vrai qu'on est mieux. Mais c'est pas sûr. Ce que je veux dire, c'est que chacun fait comme il peut. Mais vraiment fait comme il peut. T'en as assez? Vous en avez assez? On s'en va? Non, mais peut-être qu'ils ont des questions à vous poser. Ah oui, c'est ça. C'est possible. Parce que moi, je me lève à 2h du matin, donc c'est vraiment cool. Bonsoir, voilà. Vous avez expliqué, Claude, qu'en fait, vous ne connaissiez pas le passé de vos grands-parents, de vos grands-pères. Mais du coup, maintenant que le livre est sorti, comment a-t-il été accueilli par vos petits-enfants, Evelyne? Mes petits-enfants, ils ont 3 ans et 4 mois. 4 mois, oui, c'est ça. 3 mois. Mes enfants... Alors, j'ai 4 enfants, 2 grands, 2 adultes qui ont presque 32 ans et 28 ans. Je suis sûr que mon fils ne l'a pas encore lu parce qu'il écrit des pièces de théâtre. La Shoah n'a pas été absente autant qu'Evelyne ne le croit de ce qu'on a construit. Ma fille l'a lu, ma soeur l'a lu, ça les a touchés. Mais c'est pas. Ma soeur, par exemple, connaissait beaucoup mieux que moi l'histoire des grands-parents, leur pauvreté, le fait qu'ils masquaient leur pauvreté, etc. Mais de la même manière qu'Evelyne est à la recherche de la petite fille qui a oublié plein de choses, je paye moi le fait de ne pas m'être intéressé à ma famille. Les psychanalyses se font à plusieurs. Ma sœur parlait beaucoup plus avec mes grands-parents, beaucoup plus ouverte vers les autres. Je suis beaucoup plus renfermé et donc je rattrape cela aussi. Je ne sais pas si c'est une réponse satisfaisante, mais le livre ne fait pas office de révélation en ce sens-là. Du point de vue de mes grands-enfants, c'est Baba va mieux, Papa va mieux. En général, quand on touche à des trucs durs et qu'on en fait un livre, on va moins mal après qu'avant. Ou alors, c'était pas la peine de le faire. C'est plutôt là-dessus que ça se joue. Et pour moi, c'est quelque chose que j'avais essayé de soigneusement cacher et qui est sorti et qui là soigneusement caché à vos petits-enfants en particulier. Oui, je voulais en aucun cas le souvenir, la première fois que j'en ai parlé à mon petit-fils Théo, le comédien, qui faisait plein de bêtises, on en parle de temps en temps, et il me disait, et toi, qu'est-ce que tu faisais comme bêtises quand tu avais 5 ans? Et je l'ai regardé, et j'ai dit, tu sais, moi, à 5 ans, j'ai été dans un camp. Oh, t'as été dans un camp? J'ai dit, mais non, mais c'est pas grave, hein? Tu vois, c'est pas, vraiment pas grave, tu vois. Je suis là, et puis on est bien portant, et puis on va visiter la Tour Eiffel, et ensuite on va aller au Sacré-Cœur. Tu vois, tout va bien, d'accord. J'ai essayé soigneusement de le cacher, et puis je n'ai pas réussi, apparemment. Mais notez quelque chose, c'était vraiment pas grave. Tu as surjoué le fait que c'était pas grave. Et en surjouant le fait que c'était pas grave, tu lui as envoyé le message que c'était important. Et c'est ça qu'il a retenu. Parce que de fait, c'est pas grave pour un gosse de 5 ans si ça passe que c'est un camp. C'est pas grave. C'est terrible. Nous, on le sait, on est adultes. Pour lui, ça l'était pas. Mais ayant vu sa grand-mère dans un tel état d'agitation pour lui dire tout va bien, bon, il a compris que non, tout n'allait pas bien. Donc plus on masque, plus on montre. Je vous remercie et je vous précise que Claude et Evelyne vont rester un peu pour signer le livre à la librairie en haut, si vous voulez venir les voir. Parlez avec Evelyne, par exemple. Moi, je ne suis plus là.